Bonjour à toutes et tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast Comment quitter la ville et mieux vivre à la campagne. Je suis Henri Landès, j'ai quitté la ville de Paris il y a 6 ans et depuis que je vis dans la campagne en Auvergne, je n'ai jamais été aussi heureux, je n'ai jamais eu une vie aussi riche à tous les égards qui maintenant apporte beaucoup de bonheur, de diversité d'activités. Et j'ai voulu créer ce podcast parce que beaucoup de personnes ont franchi ce pas et peut-être veulent écouter un témoignage, des conseils, avoir des petites astuces ou réagir et partager leur expérience et je vous invite à le faire. D'autres n'ont pas encore franchi ce pas mais peut-être souhaitent le faire et ne savent pas trop comment s'y prendre. Et j'espère que ce podcast peut être utile. Je fais aussi une petite mention publicitaire qui est que je fais un webinaire tous les 2 à 3 semaines sur comment quitter la ville sans tout plaquer, qui est ouvert à tout le monde, qui est gratuit. Et j'accompagne aussi les personnes qui veulent quitter la ville et s'installer dans la campagne ou des personnes qui l'ont fait et qui veulent quand même être accompagnées sur des aspects professionnels, sur des aspects familiaux et organisation, logistique, sur l'aspect psychologique, culturel, politique. Et c'est quelque chose que je fais avec très grand plaisir en parallèle de mes autres activités d'enseignement à Sciences Po Paris sur les mêmes sujets, la transition écologique et la ruralité, des conférences que je donne un petit peu ici et là, entreprises, fondations, collectivités, mais aussi l'engagement associatif qui est un fil conducteur pour moi professionnellement. Je préside l'association et le fonds de dotation Land Destiny qui œuvrent pour la reconnexion à la terre, la nature, la ruralité. Sans trop parler de moi, de manière un petit peu, si j'ose dire, scolaire, en énumérant ce que je fais, c'est ce que je fais, mais c'est pas ce que je suis. Et c'est vrai qu'en tant que franco-américain, euh, les Américains sont très attachés à qu'est-ce que tu fais et ensuite on dit ce qu'on fait professionnellement. Et j'apprécie ce côté culturel français qui n'est pas tout de suite allé sur nécessairement ce qu'on fait, notre métier. Euh, bon, il y a du bon et du mauvais de chaque côté. Je suis passionné par le biculturalisme, le multiculturalisme, passionné par les diverses langues, par les différences culturelles et d'un pays à un autre. Et j'ai grandi à New York et San Francisco. Ensuite, vécu 10 ans à Paris. Et pour maintenant être sur une petite ferme dans un petit village de 400 habitants à Boissey, en Haute-Loire. Et je n'ai jamais été aussi heureux. Et je fais ces accompagnements et ces projets pour avoir un impact positif autour de moi, le plus ample possible, le plus généreux possible, le plus altruiste et le plus éco-responsable possible. Et c'est un épanouissement personnel et je suis très content de vous avoir dans ce premier podcast qui, en toute humilité, veut apporter sa contribution à une pensée, à des expériences intellectuelles, à des expériences émotionnelles qui sont liées au fait de vivre dans la campagne ou de quitter la ville ou de peut-être quitter la ville. Pour celles et ceux qui sont un peu loin de cette idée mais qui sont un peu intrigués, vous êtes bien sûr évidemment bienvenus et j'espère que ce podcast apportera des arguments, des témoignages, des anecdotes qui donnent envie d'ailleurs de sauter le pas. Et dans ce premier épisode, à part dire ce que je fais et le pourquoi de ce podcast, je vais dézoomer et parler de pourquoi je trouve que la ruralité et les campagnes sont très importants pour des raisons de santé publique et de transition écologique. Pourquoi, à titre personnel, j'ai fait ce changement dans les grandes lignes et de quoi je parlerai dans ce podcast ensuite chaque jour parce que je vais publier chaque jour, faire un petit podcast de 10 à 20 minutes maximum tous les jours. Petite mention d'organisation pratique. Je ne vais pas prendre de temps pour monter, pour habiller ces podcasts. Donc je parle et ce podcast s'enregistre les choses comme je suis. Et je le fais très souvent en voiture quand je remonte depuis l'école de mon fils.
Donc, je lance le podcast juste avant de prendre le volant. Je n'ai pas besoin de regarder l'écran. Voilà, je rassure tout le monde. Je suis complètement attentif à la route, mais je suis en mouvement et j'aime bien être en mouvement, même si j'aime bien aussi, c'est aussi une partie de ce podcast, avoir un rapport au temps très très sain et de savoir aussi se poser, de réfléchir et d'observer. Et ça a beaucoup à voir d'ailleurs avec vivre à la campagne et la nature. Alors, dans ce premier podcast, je tiens à dire que quand on quitte la ville et on va vivre à la campagne, notamment pour quelqu'un qui n'a pas vécu à la campagne depuis longtemps ou du tout, eh bien, c'est un très fort épanouissement. C'est quelque chose que je vis avec beaucoup de bonheur. Le cadre de vie, si on peut appeler ça un cadre d'ailleurs, est magnifique parce que la France et de nombreux pays ont une ruralité très diverse, euh, autant très très beau, ces territoires ruraux, mais plein d'activités, d'innovations, de personnes accueillantes, riches sur le plan de leur histoire, leur passé. Il y a de plus en plus de néo-ruraux, certes, mais la majorité des personnes dans les campagnes sont des personnes qui y sont depuis plusieurs générations, qui ont décidé de rester, qui ont un attachement fort à la campagne. Je tiens tout de suite aussi à dire que de manière très 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 majoritaire, plus de 95%, les études de l'association Famille Rurale, qui est une structure très crédible scientifiquement et qui agit d'un point de vue influence et de production d'idées et d'expertise en faveur de la ruralité, montrent bien que les personnes qui vivent à la campagne veulent y rester. Je dirais que celles et ceux qui soit franchissent le pas, soit décident de rester à la campagne, et ben, ils y sont heureux et ils trouvent beaucoup de sens. Et c'est ce que j'ai trouvé beaucoup de sens du jour au lendemain. Et c'était un déclic qui était progressif avec quelques moments de bascule. J'y reviendrai à différents moments dans ce podcast, pas aujourd'hui, mais pour dire qu'est-ce qui a fait que j'ai franchi le pas de manière un petit peu brutale émotionnellement et intellectuellement, mais c'était quand même progressif. Je sentais, quand je vivais à Paris, cette volonté d'avoir plus de sens, plus de proximité avec la nature, plus de proximité avec les producteurs d'alimentation, mais aussi producteurs de différents objets, celles et ceux qui travaillent les matériaux, que ce soit le bois, que ce soit la métallerie, ou que ce soit qui fabriquent des équipements qui nous sont nécessaires, des équipements, et ce qui veut dire que c'est aussi les personnes qui les réparent, apprendre à m'insérer moi-même dans la dimension circulaire de ce que devrait être notre économie, une économie circulaire, une économie où on non seulement on fait de l'éco-conception, certes, mais aussi où on répare, on réutilise, on recycle, on réemploie les choses au lieu d'en racheter des nouveaux, ce qui est très anti-américain d'ailleurs. Enfin, anti-américain pour la majorité de la société américaine, culturellement, si j'ose dire, et d'un point de vue effectif. Mais il y a aussi le meilleur aux États-Unis, comme il y a le pire, mais beaucoup du pire, si j'ose dire. Mais ça ne veut pas dire que les États-Unis ne sont pas un formidable pays, même si ça traverse une période très difficile en ce moment, mais d'un point de vue société de consommation, c'est vrai que c'est quand même né là-bas. En ce qui concerne cette transition de vie que j'ai vécue et que je continue de vivre, pour revenir sur le pourquoi et dézoomer, comme je l'ai dit, clairement, le changement climatique, la perte de la biodiversité, l'extraction excessive des ressources naturelles et donc la dégradation des sols, de l'eau et de l'air à travers diverses pollutions et la raréfaction de ressources nous oblige à être peuplés de manière plus intelligente et plus équilibrée sur un territoire. Si on est très densément peuplé dans des zones, je salue le maire de Thirange en passant par Thirange, c'est justement un des points que j'aborderai dans ce podcast, c'est la proximité qu'on sent avec de nombreux habitants, mais aussi avec les élus locaux et ruraux qui donnent leur vie, sans exagérer, à leur commune très souvent. Donc, petite parenthèse, si on est trop densément peuplé dans des zones urbaines, avec face à nous ensuite, dans les années qui viennent, mais c'est déjà le cas aujourd'hui, 2026, janvier, des chaleurs très difficilement supportables, qui sont renforcées par l'urbanisation, bétonisation, sans végétal, sans sol, terre-plein,
terre pleine, pardon, sans capacité d'absorption aussi des fortes pluies, sans que nous puissions avoir suffisamment d'espace pour la population. C'est un danger d'un point de vue santé publique. C'est pas un problème pour la planète. La planète, elle évolue comme elle évolue, et c'est pas l'humanité qui va la détruire. C'est justement notre habitat qui devient de moins en moins habitable. Et donc, si on veut que ce soit habitable, et donc pour une question de sécurité et de santé publique, être mieux réparti sur le territoire, c'est-à-dire avoir la capacité dans un territoire à supporter la température, à supporter des éléments liés à des tempêtes, et que les tempêtes ne soient pas trop dangereux, que les événements météorologiques extrêmes de manière générale ne soient pas trop menaçants pour l'humanité, comme c'est le cas déjà chaque année depuis des décennies, par ailleurs plus régulièrement dans des zones tropicales, en hémisphère sud, dans des îles. Eh bien, il faut être réparti sur un territoire de manière plus intelligente et ne pas se concentrer de manière artificielle et trop déconnectée de l'usage de toute la chaîne de compréhension, d'utilisation, d'exploitation de ressources. Et pour celles et ceux qui aiment lire les articles un peu académiques et s'intéressent aux chercheurs, Elinor Ostrom est une économiste qui a gagné, qui a été récompensée avec le prix Nobel de l'économie d'ailleurs. Elle a écrit il y a plusieurs décennies que les populations à travers la planète qui sont de taille adaptée, qui sont plus concentrées sur un petit territoire et qui agissent avec une compréhension des ressources naturelles, de leur finitude à l'échelle locale où ils sont, eh bien, ces communautés-là sont plus soutenables. Et on ne parle pas nécessairement uniquement de peuples premiers, on parle aussi de différentes populations qui sont inscrites dans des sociétés un peu occidentalisées, plus ou moins. Évidemment, les peuples premiers, en fonction des peuples, je ne vais pas tout il faut faire attention, et je tiens à ne jamais mettre dans un même panier des choses qui ne devraient pas être dans ce panier-là. Mais c'est sûr que les peuples premiers se vivent de manière générale plus différemment que nous, avec un degré de soutenabilité plus élevé. Mais je ne fais pas l'apologie de ça dans ce podcast. Je suis en train de parler de comment réformer, ajuster notre société française, principalement, mais d'autres sociétés occidentales. Je ferai des va-et-vient internationaux dans ce podcast. Mais comment ça peut s'ajuster pour qu'elle soit plus soutenable, plus heureuse, plus performante et surtout plus robuste. La robustesse étant le sujet de plusieurs podcasts à venir. Parce que la question environnementale maintenant traverse les esprits, heureusement, les politiques publiques, et on comprend que ça devrait changer la donne sur comment on appréhende l'avenir. Donc ça, c'est le dézoom. C'est-à-dire que quand on a une population française qui est à 33% rurale, c'est déjà déconstruire une idée reçue qui est qu'il n'y a plus personne dans la ruralité. Donc ça, c'est pas vrai. 88% des communes sont rurales. Donc ça, il faut aussi se dire. C'est pas, la France, elle est très rurale, elle est très belle et elle est très rurale. Et les villes sont belles aussi. Et puis, deuxièmement, mais lié à ces mêmes statistiques, on a de la place, on a de la marge de progression. Il n'y a pas d'équilibre soutenable pour l'instant entre des villes et des campagnes. Quelques manières différentes d'expliquer ce déséquilibre. Je peux déjà dire l'autonomie des villes n'existe pas. C'est-à-dire, si vous entendez quelqu'un dire on a tout ce qu'il faut en ville, pourquoi on irait vivre à la campagne, et d'un point de vue écologique c'est beaucoup mieux d'être en ville, ça c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Premièrement, les villes n'ont pas la capacité de produire ce que les personnes en ville consomment déjà. Donc que vous décidiez le pourcentage de personnes qui devraient vivre dans la ruralité et que ce soit faible selon vous, et vous êtes à l'aise avec ça, ok, d'accord, mais clairement baisse notre performance et notre soutenabilité sur notre capacité de production de ce qui est consommé, premièrement, que ce soit l'agriculture ou autre chose, mais on n'est pas en train de renouveler les générations, et c'est pas les agriculteurs aujourd'hui qui vont dire tout va bien, n'ayez pas peur pour nous, tout roule tranquille, on continue de produire pour vous les urbains. Non, et c'est le cas de le dire en ce moment. Mais au-delà de ça, de ce choix, il n'y a pas l'autonomie des villes si tout d'un coup il y a une rupture
de l'approvisionnement et de toute la chaîne sophistiquée d'approvisionnement, et qui en plus qui a une empreinte carbone et écologique. Les villes, dans une étude de Utopie, qui est un cabinet de conseil français, pionnier dans la transition écologique des entreprises, a montré qu'il y a à peu près 48 heures d'autonomie de ville, de grandes métropoles françaises, sur le plan alimentaire. Donc ça, c'est une façon d'en parler. Une deuxième façon d'en parler, c'est d'expliquer que les villes ne sont pas plus écologiques que les campagnes. Déjà, c'est une comparaison un peu absurde dans mes propres recherches et dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle « Repeupler les campagnes ». Premièrement, les études montrent l'inverse, que ce sont les personnes de la campagne qui ont une empreinte carbone moindre que dans les villes. C'est des études qui sont, selon moi, trop peu nombreuses pour, encore une fois, donner suffisamment de légitimité à cette comparaison. Deuxièmement, on se focalise énormément sur le carbone, alors qu'il y a d'autres aspects de l'empreinte écologique qui sont plus difficilement mesurables. Mais les personnes dans les campagnes, s'ils ont de l'espace qui héberge, abrite, protège, permet à la biodiversité de se régénérer, il y a non seulement d'ailleurs de l'empreinte carbone qui est positive, c'est de l'absorption de carbone, mais aussi une biodiversité vivante grâce à ces espaces qui sont dans la propriété de ces personnes dans les campagnes. Même des propriétés qui ne sont pas riches, c'est pas des domaines, etc. Je parle pas de l'élite, je parle de personnes qui juste ont de l'espace, qui aiment l'entretenir, etc. Et ne parlons pas encore une fois des agriculteurs qui ne sont pas encore suffisamment rémunérés pour ce qu'ils font d'un point de vue préservation ou maintien d'écosystèmes, si en plus ils adoptent des pratiques agroécologiques qui permettent non seulement à la biodiversité mais aussi au climat d'être un petit peu mieux régulé. Donc on a une comparaison entre les villes et les campagnes qui souvent, pour des raisons de surmédiatisation et de surcompréhension du sujet des transports et de l'usage du véhicule, est abordée de manière illégitime, incomplet, et qui distrait de plus largement une discussion sur comment équilibrer une population de manière saine, heureuse et robuste sur un territoire. Mon empreinte écologique, qui est difficilement mesurable, mais elle est bien plus positive que depuis que quand j'étais en ville. Et c'est principalement à travers ma consommation alimentaire, matérielle, énergétique et ce que j'apporte de positif à la biodiversité dans mes modes de vie, que cela a été fait. Et cela, c'est en dépit du fait que j'utilise beaucoup plus la voiture aujourd'hui. Je ne vais pas être beaucoup plus long aujourd'hui sur ce sujet de l'empreinte écologique plus intéressante et plutôt le rapport à la nature plus intéressant quand on vit à la campagne que quand on vit en ville. Je résumerai simplement en disant, ou je dirai un dernier mot pour clôturer ce petit chapitre de cet épisode, c'est que nous sommes capables d'être éco-responsables en ville, plus éco-responsables. À la campagne, on peut le faire avec plus d'amplitude, plus d'ampleur, plus de dimension. Donc ce n'est pas pour dire que les personnes en ville sont stigmatisées, c'est plutôt pour dire que la pensée d'être plus éco-responsable en ville parce qu'on utilise plus des transports en commun n'est pas du tout satisfaisant comme démonstration. Maintenant qu'on ait dézoomé un tout petit peu et qu'on ait parlé de l'aspect écologique, de l'aspect de santé publique sur vivre à la campagne, j'aimerais ensuite, et je terminerai l'épisode là-dessus, parler de comment ça apporte du bonheur, apporte de la satisfaction. Mais je serai très rapide pour pas trop dépasser les 20 minutes dans ce premier épisode de lancement. L'épanouissement et le bonheur d'avoir autour autant de forêts, de prairies, de champs, d'animaux, de végétal, de faire cela avec mes enfants, de voir que mes enfants apprennent plus jusqu'à l'âge de 5 ans de ce que je savais à 32 avant de faire le déménagement, sur la nature, sur l'alimentation, sur les plantes, même certains animaux, les espèces et les sous-espèces, les variétés. C'est impressionnant. Mon fils reconnaît des oiseaux. Moi, je n'avais pas ce vocabulaire des différents oiseaux. Avant l'âge de 34, 35 ans, il n'en a que 5. Et il les observe avec une acuité qui est formidable.
et j'y suis pour pas grand-chose. Moi, je joue le jeu, je fais de l'éducation, je prends des livres, je fais etc. Mais surtout, j'ai le terrain d'éducation, la salle de classe à ciel ouvert tout le temps. Donc pour les parents ou les parents en devenir, c'est formidable cette éducation. Il ne faut surtout pas avoir peur d'un renfermement intellectuel, même social des enfants. J'y reviendrai à différents moments aussi. Il y a un bonheur aussi d'avoir une relation avec le voisinage, avec les personnes très accueillantes, si on arrive avec de l'humilité dans cette zone, qui est formidable. Et puis, d'un point de vue santé publique, plus personnel, euh, clairement, je suis moins souvent malade. Je peux bénéficier de moments très apaisants très facilement, c'est très accessible. Que ce soit pour la vue, que ce soit pour l'organisme au sens large, j'ai des effets positifs de vivre dans ce lieu. Et puis cela ne m'empêche pas d'être connecté, d'être souvent en ville régulièrement, chaque semaine, une fois en moyenne, d'avoir un lien avec les amis, la famille. Si j'en ai un petit peu moins aujourd'hui, c'est principalement pour des raisons professionnelles. J'ai été très actif, mais ça c'est euh, c'est passager, c'est une période justement où on met en place nos nouvelles choses et on surmonte aussi quelques défis. Mais ce n'est pas du tout la campagne qui m'a coupé du monde, au contraire, et j'aime bien dire que j'ai un pied dans deux mondes, mais deux mondes à plusieurs égards, un monde rural et urbain, mais aussi un monde très connecté, très rythmé, un monde aussi plus apaisé, un monde où la santé prend vraiment toute une nouvelle définition, et aussi un autre monde où je peux continuer à faire enchaîner des rendez-vous, écrire des projets, suivre les innovations technologiques, comprendre mieux par contre la basse technologie, comprendre mieux les choses physiques qui sont autour de moi. Donc un pied dans deux mondes, c'est une bonne façon aussi de résumer et de rappeler que mon intime conviction, c'est que l'être humain, il aime la diversité des activités, il aime la diversité des modes de vie, il n'aime pas nécessairement faire le même métier uniquement pendant très très longtemps. Mais il aime aussi la constance et la persévérance quand quand on est un peu poussé. Je suis très attaché à ça, la patience. Donc, toutes ces choses sont plus explicites depuis que j'ai quitté la ville pour vivre à la campagne. Et le lieu de vie, je trouve, est souvent le parent pauvre de la discussion sur comment être mieux, comment accélérer des bonnes choses qu'on doit mettre en place dans notre société, dont la transition écologique, qui pour moi est une action phare collective. Et je suis très heureux de faire ces podcasts chaque jour et de vous retrouver. Vous pouvez poster tous vos commentaires, vous pouvez rejoindre via mon site le webinaire, discuter avec moi de vos projets, partager. Je vais interviewer des personnes sur ce podcast, des néo-ruraux, des professionnels de la ruralité, des personnes qui sont là depuis longtemps, des experts de différents sujets. Et après, je vais juste, en toute humilité, raconter un petit peu mon expérience, mes analyses, faire des points d'actu et essayer de rendre très très important dans ce podcast le sujet de la campagne, d'y vivre, sa population, ses modes de vie, ses acteurs économiques, etc. Je suis très heureux de vous retrouver, chers amis, chaque jour. N'hésitez pas. Vous pouvez trouver un lien contact et mes coordonnées sur le site Comment quitter la ville sans tout plaquer. À très bientôt et prenez soin de vous. À très bientôt dans la campagne ou en ville. C'est pas d'où on vient, c'est où on va dans la vie qui compte.